À mesure que la présidentielle du 25 février 2024 approche au Sénégal, le débat sur la possibilité du président Macky Sall de priser un troisième mandat déchaîne les passions au pays de la Teranga. Si le camp présidentiel a déjà désigné l'actuel chef de l'État comme son candidat à la prochaine joute électorale, le concerné donc n'a officiellement ni accepté ni refusé cette perche. C'est le branle-bas dans les rues de Dakar. Des manifestants qui entendent grogner pour se faire entendre. Pourquoi des tumultes à chaque fin de mandat en Afrique? Quel modèle politique pour un développement harmonieux? Nous menons la réflexion avec un expert qui a nom Ibrahim Théolam. Il est entrepreneur depuis 2005, 18 ans déjà qu'il entreprend. Il est directeur général de LBC, un cabinet de conseil basé à Paris et en Afrique francophone. Il est également cofondateur de l'école supérieure de développement de leadership, l'ESDL, basée à Dakar, et de l'incubateur Kiné au Burkina Faso, au Togo et au Bénin. En Côte d'Ivoire également, il est consultant senior pour divers projets de développement dans plusieurs pays, et évidemment auteur de 6 ouvrages sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Il enseigne dans le supérieur en France et en Afrique francophone. Il anime régulièrement donc des conférences sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat, au leadership, au développement personnel, à l'innovation et à la créativité. Vous voyez un CV, un parcours qui lui donne une forme de légitimité pour opiner sans doute objectivement sur des questions d'intérêt. Bonjour et bienvenue, M. Lam. Bonjour, mon cher. Comment allez-vous? Merci bien. Merci donc de répondre à notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Vous suivez de très près l'actualité dans votre pays. C'est vrai, vous êtes entre deux avions sans doute, en raison de vos multiples occupations, mais vous suivez de très près ce qui se joue actuellement au Sénégal. Quels commentaires vous avez à faire à ce sujet? Pour moi, c'est triste. Aujourd'hui, nous avons une situation assez alarmante. Le Sénégal est connu comme un pays stable, où tout le monde a envie d'y vivre parce que tout simplement nous avons une stabilité assez intéressante. Mais aujourd'hui quand même avec tout ce qui se passe, j'ai peur pour mon pays. Maintenant, mon analyse elle est toute simple pour le moment parce que je ne suis pas sûr que le président y a droit ou pas. Parce que tout simplement, quand je parle avec certains analystes, la majeure partie me disent non. Et l'autre camp ou l'autre partie me dit toujours oui, il y a une possibilité. Comme je ne suis pas spécialiste des questions de droit, il m'est très difficile, avec conviction, de dire voici ma position. Mais en tout cas, ce que je peux dire au président de la République, nous, en tant que Sénégalais établis à l'étranger, nous avons toujours eu la chance de croire à notre pays, d'investir dans notre pays et toujours de revenir au bercail. Même les étudiants qui sont à l'extérieur du pays reviennent régulièrement en vacances 1 ou 2 fois pendant l'année scolaire. Donc c'est fabuleux pour nous, l'attachement que nous avons avec notre pays. Donc de veiller à cet attachement que nous avons, de faire les choses en fonction d'une conscience tranquille. Je ne lui donne aucune leçon parce que c'est lui qui a été élu, mais en âme et conscience, s'il n'a pas le droit, il n'a qu'à renoncer. S'il a le droit, pas de problème, il peut y aller. Je fais un appel aussi auprès de mes chers amis de l'opposition. Si la vérité se dessine et qu'on est au courant qu'il a raison, qu'on lui laisse faire. Moi, je suis éloigné du champ politique sur le plan des activités réelles, mais je suis très proche parce que j'entreprends, je suis en relation avec des politiques et moi, je ne souhaite jamais qu'un pays brûle. Déjà, je paye 2 conséquences. En Côte d'Ivoire, lorsque la crise a éclaté, j'ai eu d'énormes difficultés liées à une activité que j'avais déjà développée sur place. Au Burkina Faso, au moment où je devais atteindre un autre niveau via l'incubateur, il y a eu une instabilité qui a causé quand même beaucoup de maux pour nous entrepreneurs et surtout les entrepreneurs africains qui n'ont pas beaucoup de soutien pour développer leurs entreprises. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on a une situation presque, peut-être pas encore chaotique, mais quelque peu compliquée, ce qui ressemble à la fin de mandat donc, du président Abdoulaye Wade, le précédent chef d'État au Sénégal, combattu évidemment par Macky Sall. On se rend compte finalement que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez, moi j'ai une analyse assez particulière de la chose. La majeure part de nos hommes politiques n'ont pas de travail.
Oui, je l'assume totalement. Parce que tu peux vouloir se lancer dans la politique. Et pour moi, une personne qui trace une vision de s'engager dans la politique, c'est une personne déjà qui est rebelle d'une situation. La façon dont le pays est géré, je ne suis pas d'accord, j'y vais. Mais de manière générale, c'est le contraire. Je veux accéder aux privilèges, je veux avoir une vie où l'État s'occupe de moi en me payant ma voiture, en me donnant l'essence, en me donnant un confort de vie, une maison, ainsi de suite, et je m'engage à la politique. Et cette première étape de l'homme politique avec les biens de l'État est déjà problématique. Un autre élément, le fait que les gens, une fois qu'ils s'engagent dans la politique, ne travaillent plus, ils restent une dizaine d'années sans avoir une activité professionnelle rémunératrice de revenus, les gens s'accrochent au pouvoir coûte que coûte. C'est ce qui amène même, des fois, qu'on peut lire ainsi, une personne qui est dans un parti politique très précis, avec des convictions fortes, une fois que les choses changent, c'est-à-dire un nouveau président est élu, il tend la main, il essaye aussi de prendre sa part. Et ça, je trouve ça mais très difficile. En fait, c'est cette personne qui était critique vis-à-vis de l'autre qui est président actuellement. Et cette personne explique à tout le monde que c'est le meilleur président. Donc, la dignité même n'y est pas. Un troisième élément que je veux ajouter, mais le profil de l'homme politique chez nous actuellement, c'est un profil, en tout cas, que je ne souhaite pas avoir. Aucun de mes amis, je ne lui souhaite pas d'avoir ce profil. Ce profil d'une personne qui explique les choses comme ça et tu sens nettement que tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et là, je pense que certains politiques sont en train même de perdre la notion de l'africanéité, des valeurs qui ont fondé notre identité, des valeurs de nos grands-parents. Une fois que la parole est déjà placée ici, sur la table, je me dois un respect particulier. Et là, nous sommes en train de perdre tout. Mais le fait maintenant que les gens s'engagent dans la politique pour que l'État prenne en charge tous leurs besoins, fait que aujourd'hui tout le monde se dit, alors, la politique est le meilleur moyen de gagner de l'argent en fournissant moins d'efforts. Est-ce que c'est le cas des actuels gouvernants de l'Afrique? De manière générale, oui. Et il est extrêmement rare de me sortir un profil percutant qui fait du travail minutieux pour le développement de l'Afrique. C'est rare. Vous n'avez aucun exemple? Non, en fait, c'est rare. Il n'y en a pas pratiquement. Parce qu'en fait, on ne peut pas être président, ministre, directeur, et n'a pas à avoir une vision fondée sur une situation opérationnelle de la gestion d'un pays. Mais par contre, une petite parenthèse, j'ai l'impression qu'au Bénin, les choses changent. Je suis très critique vis-à-vis. On peut dire que c'est parce que vous êtes sur la télévision nationale que vous êtes en train d'épargner. Absolument, absolument, absolument. En fait, vous avez dit tout à l'heure que je suis entrepreneur, donc je suis libre de ma pensée. Je suis très libre de ce que je dis. Je ne ferai jamais la promotion d'un individu. Parce que quel que soit ton profil, j'ai le mien. Je ne me compare pas à toi. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je veux. Aujourd'hui, je peux vous donner ma main à couper. Le Bénin change de trajectoire. Et je vais vous l'expliquer à ma manière. Imaginez, nos pays ont déjà fait 2 choix qui sont alarmants. Le premier choix, c'est un endettement chronique. C'est-à-dire, si un pays africain a besoin d'argent, il contacte FMI ou Banque mondiale pour que l'argent vienne. Mais dans ce processus d'emprunter de l'argent, c'est la France qui décide en réalité. Si la France accepte à ce que l'argent vienne, pas de problème. L'argent est là. Maintenant, l'argent, comment il est utilisé? Ce pays, la France, se présente comme apporteur d'affaires, comme le pays de solution en termes de comment utiliser l'argent. Exemple, l'argent est préparé pour construire des routes. C'est la France qui nous vend encore l'expertise. C'est-à-dire tout ce que nous empruntons, au moment d'exécuter des projets de développement ou des projets de tout ce que vous voulez, en fait, on voit les entreprises étrangères venir s'installer. Et une fois que ces entreprises s'installent, travaillent, gagnent l'argent repart chez eux. De façon générale, l'investissement n'est pas très productif. Le deuxième choix que nous avons fait, mais qui est extrêmement difficile pour moi, jeune engagé, c'est qu'on ne peut pas demander aux pays étrangers de venir exploiter nos ressources et de nous donner des pourcentages. C'est une situation
qui ne nous donne pas satisfaction vis-à-vis de ce que nous avons. Tout se passe comme si nous, en tant qu'Africains, nous sommes exclus de la réflexion en ce qui concerne ce que nous détenons pour développer nos pays. Maintenant, le Bénin est un cas particulier. Je l'avais dit ici, on m'avait invité à la télévision dans une matinale. J'ai dit, mais comment fait le président Talon? Est-ce qu'il a d'autres signaux différents des autres présidents des autres pays? Comment il fait le fait que j'ai l'impression que l'endettement ici est en train d'être productif? Ça, c'est mon avis personnel en suivant les actualités du pays. Le Bénin, quand même, c'est le 3e pays pour lequel j'ai plus dormi au monde. Si j'épargne la France et le Sénégal, c'est le Bénin. Donc, ce qui dit, je connais ce pays, j'y mène des activités et je suis en connexion avec plusieurs acteurs, que ce soit dans l'espace public et dans l'espace privé. Mais en Afrique de l'Ouest, comme au Bénin par exemple, il n'y a pas que des entreprises françaises. Il y a des Turcs, il y a des Japonais, il y a des Chinois. Mais c'est ça qui est grave. En fait, vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre des secteurs d'activité où les ressources humaines, on peut dire, voici les champions africains. Vous prenez le pétrole dans des pays où cette ressource est disponible. Donnez-moi des champions du pétrole de ces pays-là. Les champions qu'on nous présente sont dans les produits dérivés, sont en 2e position, en 3e position, en 4e position. Seuls les pays développés exploitent nos pays. Regardez aussi, ça m'a fait marrer d'assister à une rencontre où on fête l'indépendance nationale. Mais j'étais dans un autre pays. Ce jour-là, j'ai eu mal. Mais vous voyez les canons, les chars, les voitures, les armes. Mais quelle indépendance? Dans une situation où tu n'as produit absolument rien de ce que tu présentes. Est-ce que ça, c'est une fierté? Même les tenues des militaires ont été confectionnées ailleurs. En fait, je me dis, mais finalement, être africain signifie quoi? Est-ce que nous devons continuer à vivre comme ça, à faire des options politiques qui n'ont pas d'impact? Et je reviens tout à l'heure sur votre question en me disant que est-ce que je suis au niveau du territoire national? Absolument pas. Moi, je suis libre de ce que je dis. Je suis extrêmement objectif dans ce que je pense. Et puis, je ne me prononce jamais sur un sujet pour lequel je n'ai pas des aptitudes réelles. Donc, aujourd'hui, si je dis le Bénin, ça va, ça va. Est-ce qu'il y a encore des chances d'éviter d'atteindre des points de non-retour au-delà desquels la vie au sein des sociétés africaines deviendra insupportable? En fait, je réponds difficilement à cette question. Des fois, j'y pense. Et je suis de nature optimiste. Mais des fois, j'y pense, mais ça me fait mal. Je ne veux pas développer beaucoup sur cette question. Honnêtement, c'est dur d'y penser, mais c'est la réalité actuellement. Et puis, ce point de non-retour, des fois aussi, c'est la façon de gouverner nos pays. Aujourd'hui, on a privilégié une gouvernance où une personne prend les décisions sans consulter la base, on y va. Et aujourd'hui, comme le disait mon prédécesseur, la base est fatiguée. En Afrique, les jeunes n'ont pas de travail, pas d'avenir, pas d'espérance, pas d'espoir. Il n'y a pas énormément de réflexions abouties qui doivent conduire à cette jeunesse le fait d'avoir une feuille de route assez articulée. Donc finalement, on se lève le matin, on fait du pilotage à vue et ça me gêne. En Afrique également, pour terminer, nos braves femmes qui tiennent l'économie, des personnes talentueuses qui nous soutiennent, n'ont pas eu, en tout cas, de conseils mérités pour avancer dans leur vie, n'ont pas eu également leur part du gâteau. Et quand je parle de part du gâteau, ce n'est pas de l'argent qu'on distribue, c'est de leur donner une place qu'elles méritent pour qu'elles soient dans cette situation de nous apporter plus de confort. Parce que plus les femmes avancent, plus le confort avance dans la vie. Mais vous me permettez de conclure sur un seul point. Allez-y. Qui est quand même important pour moi. L'Afrique, c'est un continent où nous avons tout de façon générale. Il n'y a rien qui manque à son développement. Mais vous imaginez que tout ce que nous consommons vient d'ailleurs. Même les services à haute valeur ajoutée, nous avons besoin des autres pays pour y accéder. Et je trouve ça difficile. Maintenant, nous avons pensé qu'il fallait former une élite pour résoudre cette problématique.
Mais j'ai l'impression que, une fois que tu as été formé dans les plus grandes écoles du monde, une fois que tu as plus de diplômes, une fois qu'on te colle l'étiquette de meilleur élève, meilleur étudiant quand tu y étais, mais j'ai l'impression que de moins en moins, tu n'es pas utile à la communauté. J'ai l'impression que les personnes les plus utiles à la société ne connaissent pas la télé, ne sont pas invitées à la télévision. Ce sont des personnes qui travaillent en off et qui font énormément de résultats. Et moi, aujourd'hui, je suis en train de remettre en cause le fait de faire de longues études pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité. C'est la situation réelle qui me conduit à dire cela. C'est-à-dire faire beaucoup d'études maintenant en Afrique signifie ne pas être utile de façon générale à la communauté. Faire moins d'études te donne plus d'indications, plus d'esprit vif, plus d'avoir cette dimension, cette prestance d'être une personne capable de réfléchir et de proposer des choses concrètes au niveau du pays. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, quelles doivent être les priorités stratégiques pour une meilleure relance en Afrique? Alors, pour une meilleure relance, il faudrait qu'on connaisse d'abord notre continent. Aujourd'hui, seuls les pays développés détiennent les informations, les statistiques de nos pays. Combien de barils peut-on exploiter dans chaque pays? Seuls les pays développés ont cette information. Les opportunités réelles en Afrique qui permettent au continent de se bouger, de se développer, seuls les pays développés ont ces informations. Les études qui permettent aujourd'hui à ce qu'on dise voici le chemin que nous devons emprunter, ce sont les pays développés qui ont tout ça. Finalement, l'Afrique et ses enfants n'ont pas les vraies informations concernant la conduite d'un développement harmonieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'on revienne à nos valeurs, à notre identité, à notre culture, à notre façon qu'on nous a donné l'éducation. Cette façon, nous sommes en train de la mettre à la poubelle et de privilégier une éducation que nous n'avons pas, une société que nous n'avons pas. Et nous sommes en train de prôner l'autre. Même au niveau des personnes qui nous dirigent, vous voyez, ces personnes s'habillent en fonction des pays de l'autre, si leurs enfants sont ailleurs, et vous voyez même dans un pays, un ministre de l'enseignement supérieur qui a déjà conçu le programme des citoyens en matière de cours, en matière de pédagogie, en matière de programmation, de tout ce que vous voulez, mais son enfant n'est pas sur le territoire national. Et c'est difficile, même les gouvernants ne croient pas à notre cher continent. Donc finalement, en fait, je me dis aujourd'hui, pour cette troisième réflexion, est-ce que nous, on doit rejeter notre continent en aimant l'autre? Et dans d'autres pays, on ne fait pas la promotion de l'Afrique, jamais de la vie. Les autres pays font la promotion de leur pays. Absolument. Et s'il n'y a que l'Afrique qui fait la promotion d'autres pays. D'accord. Avant de vous laisser partir, que dites-vous aujourd'hui du niveau de l'intégration africaine? En termes d'intégration africaine, où en sommes-nous? En tout cas, nous, en tant que jeunes, nous ne le sentons pas. Sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, je le sens rarement. Maintenant, vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse. Allez-y, on n'a qu'une seule petite minute malheureusement. Oui, mais c'est sensible, mais je vais le dire. En tant que Français établi en France, je sens la coopération européenne à plusieurs dimensions, institutionnelles, politiques, quand je voyage, ainsi de suite. Mais juste pour traverser Lomé-Cotonou, tu as des problèmes déjà. Pour traverser Cotonou, Ghana, tu as des problèmes. Même comme je suis écrivain, même quand mes livres arrivent dans un pays, des fois j'ai des difficultés avec la douane. On est dans l'intégration africaine, pourquoi? Finalement, je ne le sens pas. Ceux qui sentent l'intégration, les hautes autorités, les grandes rencontres à n'en pas finir. D'ici 2050, la CEDEAO travaille pour devenir une CEDEAO des peuples, une communauté des peuples et non plus seulement. J'y crois pas personnellement parce qu'en fait les signaux tout de suite me montrent qu'on est dans la mauvaise direction. Parce que, imaginons, une communauté pour l'Afrique, pour les peuples. Nous, on n'est même pas au courant de comment ça marche. Nous ne sommes pas impliqués. Ces institutions, pour terminer, sont championnes dans des regroupements, des grands hôtels, de grandes dépenses, de fonctionnement, des périums, une vie dorée de façon générale pour leurs membres. Mais pour la productivité auprès des populations, je n'ai jamais senti cela. Monsieur Ibrahima Théola, merci. Je vous en prie. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. On aurait aimé continuer la discussion avec vous tellement c'est passionnant. Vous êtes passionné par le sujet. On vous sent tellement emporté, mais on va devoir s'arrêter parce qu'il est 7h partout au Bénin. 6h en temps universel, c'est le moment pour nous de nous arrêter pour prendre les informations d'ici. Le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, une signature de Jean-Claude James.